faut l'enfermer. C'est pas possible. Bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver pour un nouveau podcast. Je suis aujourd'hui avec Fred Weiss. Salut Fred. Salut. Alors on va parler pas beaucoup des Pacers et d'Enix, on va vous laisser voir. Donc t'aimes pas cette série quoi? Non, ça, j'adore cette série, mais comme vous allez débriefer la série dans le NBA Extra du jour, je vous invite à aller le regarder, à aller le retrouver sur YouTube notamment, où il y aura des analyses hyper constructives et pointues, notamment de Fred Weiss. Tu mets beaucoup de pression, mais ok, on va essayer. Et on pourra parler comme ça des rotations de Tom Thibodeau. On va commencer par faire un petit bilan de la saison de Minnesota et surtout essayer de trouver des axes d'amélioration pour cette équipe qui a été éliminée pour la deuxième année consécutive en finale de conférence, 4-1. La saison dernière, c'était face à Dallas. Cette saison, c'était contre OKC. Avec une marge de manœuvre qui n'est pas énorme, Fred, parce que les Wolves, c'était la deuxième masse salariale, la deuxième cette saison. Ça sera la 8e la saison prochaine. Mais le fait qu'il y ait des nouveaux propriétaires qui viennent de racheter la franchise pour la modique somme d'1,5 milliard, le duo... c'est pas tant que ça, finalement. C'est une bonne affaire, ouais. Alex Rodriguez et Marc Lore. Moi, je trouve qu'il y a quand même pas mal d'axes d'amélioration dans cette équipe, notamment au niveau de la main. Je crois que tu en as un peu parlé déjà. Mike Conley, 37 ans, qui fait... il montre ses limites. Qui fait plus que son âge. Alors, je sais pas s'il fait plus que son âge, parce qu'on a l'habitude maintenant de voir des mecs comme LeBron, comme KD, qui sont au top à cet âge-là, et même plus vieux. Mais il a 37 ans quand même, et sur le poste de meneur qui est hyper... demandeur en termes d'énergie, c'est dur à 37 ans parce que t'as beaucoup de pression, t'as les mecs qui viennent sur toi pour empêcher que tu mènes le jeu comme il faut. Mais effectivement, pour moi, il doit plus être dans un 5 majeur. Et quand tu penses que ta deuxième option au meneur, c'est DiVincenzo, en tous les cas, c'est celui qui a été meneur souvent pendant la saison, bah, c'est compliqué. C'est clair que ton axe principal de travail, et là, on parlera des contrats un peu plus tard, parce qu'il y a des contrats aussi à renégocier ou en tous les cas à trouver des solutions. Mais c'est vraiment le meneur, le poste de meneur, justement, pour soulager Anthony Edwards, pour amener le ballon où il faut. Un vrai meneur avec un peu d'énergie, plus jeune, et qui puisse mettre de la pression, et qui se retrouve pas à mettre 0 points en finale de conf, quoi. Ouais, parce que ça a été assez compliqué, les playoffs de Mike Conley, qui sera encore sous contrat la saison prochaine pour 10 millions, ce qui n'est pas une énorme somme dans la NBA d'aujourd'hui. Non, c'est la clairement cap pas, d'aujourd'hui. Je crois que c'est le minimum vétéran quasiment qu'il a, Mike Conley, ce qui est déjà pas mal. Et le souci au niveau de la main pour Minnesota, c'est que tu pourrais y avoir beaucoup de changements parce que Alexander Walker, qui a aussi l'habitude de remonter les ballons, lui, il est free agent la saison prochaine. Ça veut dire qu'il peut signer où il veut, qu'il a fait quand même des performances assez remarquées sur plusieurs matchs, sans être un titulaire potentiel dans une franchise NBA. Enfin, en tout cas, moi, je le vois pas vraiment. Clairement pas, mais par contre... Il peut avoir un salaire vachement plus conséquent que ce qu'il avait cette saison. Évidemment, il va monnayer ça. Il a été bon. Alors, même si lui non plus, il n'a pas vraiment répondu sur le dernier match, mais dans l'absolu, il a été plutôt bon. Et c'est quelqu'un qui va vouloir monnayer ça. C'est assez logique. Maintenant, avec la NBA moderne, on a envie de ça. Et quand tu as un joueur de ce calibre sur le banc, c'est quand même un vrai gros plus. Donc, il va falloir négocier avec lui. Et moi, je le considère pas comme un meneur. Lui, il peut pas mener le jeu du tout. Je dis, celui qui a le plus mené, et ça m'a choqué à chaque fois, c'était vraiment DiVincenzo. Et DiVincenzo, il est autant meneur que moi. Donc là, ça, c'est quand même assez inquiétant. Et tu dis qu'il y a vraiment d'autres options à trouver. Même si il a eu du mal à s'intégrer, il y a eu des moments un peu difficiles, il y a eu des moments où c'était mieux. DiVincenzo n'a pas donné sa plénitude, mais pas sur ce poste-là, en tout cas. Ouais, et je sais pas, moi j'avais vu passer ça sur les réseaux, le genre d'idée un peu farfelu de faire encore plus mener le jeu à Anthony Edwards. Moi, je pense que c'est pas du tout la bonne solution pour Minnesota, parce qu'on lui demande déjà tellement au scoring à Anthony Edwards que si en plus il doit déclencher les systèmes, trouver lui-même les premiers décalages, mettre en confiance ses partenaires, ce qu'il a essayé de faire d'ailleurs un peu plus cette saison que les saisons précédentes. Mais je pense pas du tout que ça soit la voie à suivre pour lui, en tout cas à ce moment-là de sa carrière à 23 ans. Non, mais t'imagines surtout s'il doit porter le ballon. C'est-à-dire qu'il doit porter le ballon, scorer, créer pour les autres, défendre, parce que c'est un chien de garde aussi, il défend super bien. À la fin, il va finir rôti. Il arrête sa carrière à 25 ans à ce rythme-là. Donc, et en plus, il sera beaucoup moins bon parce qu'il sera fatigué, il aura monté le ballon. On va lui mettre de la pression, parce que de plus en plus, on met de la pression NBA sur le poste de meneur. Moi, je trouverais ça ridicule. Non, justement, il faut le soulager, il faut lui éviter de monter le ballon et qu'il ait le ballon sur l'attaque, qu'il n'ait pas besoin d'avoir quelqu'un en pression défensive sur lui, quoi. Le genre de profil pour Minnesota, pour toi, ça serait quoi à la main, un Fred VanVleet ou un joueur encore meilleur, Mais je suis pas sûr un joueur limite All-Star. Est-ce que si tu as la possibilité, si tu as la possibilité, oui, bien sûr. Après, sur la possibilité, tu peux envoyer plusieurs contrats. Là, on va en parler, mais il y a quand même plusieurs joueurs qui peuvent bouger et qui peuvent dégager via des sign and trade, qui peuvent dégager un peu de masse salariale. Tu sais à qui j'ai pensé? Alors, tu vas me dire qu'il est vieux aussi, mais moi, je pense à un Jrue Holiday.
Jrue Holiday, il va pouvoir jouer meneur, il va pouvoir défendre sur n'importe qui, il va être dans cette ADN défensif que tu veux avoir. Il connaît le chemin pour gagner. Il va être disponible cet été. Il va être disponible cet été. Et franchement, Jrue Holiday, je trouve que ça cadrerait plutôt pas mal. En plus, un vieux, entre guillemets, mais même si ses performances sont en baisse, qui va encore à peu près physiquement, moi, je trouve que ça serait plutôt pas mal. Après, tu vas me dire, t'as un mec de 35 et un mec de 37 sur le poste de meneur, c'est un peu limité, et t'es pas vraiment sur la jeunesse, comme je disais au départ. Mais Jrue Holiday, ça m'intrigue quand même à Minnesota. Ouais, parce que ça peut être une option facile, et surtout court-termiste, on va dire, sur C'est un ça. an, 2 ans Bien sûr. max. En attendant, peut-être qu'on fasse plus confiance aussi à Rob Dillingham, Oui. qui a été totalement oublié des rotations, qui n'a pas eu Complètement. de temps de jeu cette saison, qu'on l'a pas vu en play-off et sur la saison On régulière. attendait beaucoup plus de lui. Hein. Ouais. Effectivement, on attendait beaucoup plus de lui et c'est vrai qu'il n'a pas eu beaucoup de rotation. On a vu Shannon faire des perfs aussi plutôt intéressants, donc tu as un peu de jeunesse aussi. Donc soit tu les échanges, soit tu as ce plan sur le moyen terme. Sauf que tu as des mecs comme Rudy qui sont vieillissants, tu as Mike Conley qui sera plus là et quid de Julius Randle. Mais alors justement, c'est ça le nœud du problème pour Minnesota, avec alors Rudy Gobert qui va aller sur ses 34 ans, Julius Randle qui en aura 31 la saison prochaine aussi, donc mine de rien, c'est plus tout jeune. Est-ce que pour toi déjà Rudy Gobert, il est intouchable, sachant qu'il a un contrat dégressif qui touchera entre guillemets que 35 millions la saison prochaine, 36 la suivante, c'est-à-dire qu'on n'est plus non plus sur des sommes énormes par rapport au salary cap actuel, et que ça peut être une vraie variable d'ajustement pour Minnesota, mais en même temps, ça reste ton socle défensif, Rudy. Ça reste ton socle défensif, mais il a montré des limites quand même sur les playoffs. Il a montré quand même des limites. Il était en difficulté pas mal de fois. Oui, défensivement, il y a des moments où il est vraiment très bon, mais qu'est-ce que tu fais quand tu as Rudy Gobert en face de toi? Tu fais des pick and roll, tu forces le switch, et qu'est-ce qui se passe? Soit tu l'as au large et il ne sert à rien, soit il se fait passer et il ne sert à rien non plus. Donc il faut vraiment trouver des solutions par rapport à ça. Pour moi, il n'est pas indéboulonnable, vraiment. Je pense qu'en plus qu'il peut intéresser les équipes, vraiment, parce que c'est un profil de pivot un peu à l'ancienne, protecteur de cercle, et qui va te faire améliorer ta défense. Et je suis pas sûr que tu aies forcément besoin de ça à Minnesota. T'as un Nasrid qui peut être un titulaire potentiel sans aucun problème. Soit tu gardes Randle, soit tu trouves un autre poste 4 intéressant de ce type, et tu cherches une rotation. Mais est-ce que si tu me demandes, Rudy Gobert doit rester à Minnesota, je ne saurais pas te répondre. Et quand tu te poses la question, c'est qu'il n'y a pas de question en fait. Et toi, par exemple, tu penses qu'il faut mieux garder Nasrid que Rudy Gobert? Je pense que Nasrid, il a cette capacité à enflammer un match, il a cette capacité à écarter le jeu, c'est un pivot plus moderne. Alors défensivement, par contre, c'est un plot, mais voilà, je pense qu'offensivement, il t'apporte plus. Donc tu pourrais prendre un autre pivot moins cher en défenseur, qui serait ton protecteur de cercle qui sortirait du banc, ou inversement d'ailleurs, avec Nasrid qui resterait sur le banc, mais ça serait plus complémentaire, moins cher, plus jeune peut-être. Tu vois, je voyais que Jarrett Allen, par exemple, on va en parler après, devrait peut-être bouger de Cleveland. Jarrett Allen, ça peut être intéressant. Mais est-ce que, en fait, il faut savoir, c'est que Julius Randle et Nasrid ont des player options. Julius Randle, c'est 30 millions pour la saison prochaine. Nasrid, c'est 15. Nasrid, il va sûrement décliner ça pour essayer d'avoir un contrat plus gros. Pour Julius Randle, malgré 2 premiers tours de playoff plutôt bien menés, même très bien menés, ça a plafonné quand même contre Oklahoma City face à une défense qui est quasiment all-time sur à peu près toutes les statistiques avancées. Donc, je ne sais pas si on peut vraiment tacler Julius Randle pour ses performances sur la finale de conférence, alors qu'il ne faut pas oublier ce qu'il a fait et contre les Lakers et contre les Warriors. Je suis d'accord avec toi, tu ne peux pas le tacler parce que franchement, et en plus sur la saison, je pense qu'on a tous été d'accord sur le fait qu'il avait progressé, qu'il était mieux, qu'il frisait moins le ballon, qu'il respectait Anthony Edwards comme la première option et qu'il faisait quelques efforts défensifs. Alors encore une fois, c'est pas le meilleur défenseur du monde, mais il a fait quelques efforts. Je sais pas quoi te dire parce que c'est compliqué quand même. Je trouve qu'il a montré des limites. Oui, OKC c'est très fort, mais à un moment, si tu veux franchir un palier, justement, il faut que tu sois capable, malgré la difficulté, d'être à minima constant. C'est pas du tout ce qu'il a été. Un bon match, un très mauvais. Un bon match, un très mauvais. Tu peux pas être en dents de scie comme ça quand tu accompagnes quelqu'un qui va aller plus loin. Quand tu es en finale de conf, tu vas aller plus loin. Et je trouve que ce manque de régularité, c'est quand même un petit peu pesant quand même. Ouais, c'est un petit peu pesant, mais en même temps, c'est que sa première saison à Minnesota, tu peux te dire aussi, pour une première, on a fait déjà très très bien. Est-ce
est-ce que lui peut progresser? Est-ce que tu crois en lui pour progresser et pour franchir ce dernier step? Sachant que à la fin, oui, il y a qu'un champion et que Bien sûr. tu peux pas. C'est pas tous ceux qui sont éliminés sont pas forcément nazes, quoi. Il y a pas de. C'est compliqué, je trouve, pour Minnesota de trouver le juste milieu entre est-ce qu'on fait confiance à Julius Randle, on laisse encore une année pour voir ce que ça peut donner, ou est-ce qu'on redécide de changer? Il y a 1 an, on avait 4, maintenant on a Randle. Est-ce qu'on repart sur un autre profil? Il t'a pas surpris un petit peu? Tu trouves pas qu'il a quand même progressé cette année? Moi, il m'a énormément surpris. Donc oui, je pourrais retenter le coup avec lui, oui. Mais j'aurais quand même toujours je sais pas, je me pose la question. Oui, je le fais parce que effectivement, il a fait des efforts depuis qu'il est arrivé. Oui, c'est sa première année, donc on peut lui pardonner. Mais je me dis, est-ce qu'il est pas capable justement, au contraire, de retomber dans ses travers? Oui, est-ce que c'était pas la très bonne saison de Julius Randle? Est-ce que c'est pas maintenant qu'il faut appuyer sur le bouton? Exactement. Vu le prix et la cote qu'il a accumulée, tu te dis, est-ce que c'est pas le moment justement de faire un sign and trade et de récupérer quelque chose de vraiment bien en fait? Ouais. Honnêtement, il y a une vraie question sur Julius Randle. Il faut avoir une boule de cristal pour savoir, parce que pour moi, il a fait une très bonne saison, il a beaucoup progressé, mais c'est peut-être la saison de Julius Randle. Ouais, mais c'est peut-être pas la deuxième option aussi qui te mène à un titre de champion. C'est ça le problème. Ça, c'est une vraie question, et pour moi, la réponse, elle est simple. Hein. Non. Ça peut être un numéro 3, mais ça peut être un numéro 3. Mais pas un numéro 2. Sauf que c'est pas exactement les attentes qu'ils en ont. Quoi. Ouais. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire sur les Timberwolves? Forcément, on va continuer à faire confiance à Chris Finch pour la saison prochaine, mais que Minnesota aussi, je pense, doit gagner en régularité sur la saison régulière, justement, parce qu'ils sont partis d'un peu loin, ils sont passés à la récrac, ils ont failli jouer le play-in, et maintenant, avec 2 finales de conférence d'affilée, le but, c'est de t'installer en haut de la conférence Ouest, essayer d'avoir l'avantage du terrain au moins jusqu'en finale de conférence, de ne pas aller galérer à Golden State à l'extérieur. C'est une équipe qui peut gagner partout, on est d'accord. C'est une équipe qui peut gagner mais partout. Ça peut quand même faciliter la vie si sur 1-2 tours, complètement. Tu commences déjà avec l'avantage du terrain. Mais rappelle-toi, de l'ordre quand même à l'Ouest, c'était très compliqué de savoir qui terminerait entre j'allais dire entre deux. Non, les 2 premiers étaient plutôt Houston, figés. Il y avait une petite marge. Ouais. Une petite marge, mais ensuite, de 3 à 8, c'était compliqué quand même. Hein. Du coup, la saison prochaine, pour moi, Minnesota, ça doit être l'objectif, ça doit être deuxième, ça doit être devant Houston, ça doit être peut-être derrière OKC, mais d'être devant Houston. Quoi. Houston en saison régulière, c'est quand même très sérieux. Après, il manque d'expérience et on a vu Jalen Green qui se trouvait un petit peu pendant les playoffs parce que c'est la pression, etc. Mais sur une saison régulière, c'est quand même très sérieux. Ouais, bien sûr. Donc oui, je comprends ce que tu veux dire. Il faut s'installer dans ce top 2-3 à l'Ouest parce que effectivement 2 finales de conf de suite, à un moment, tu dois assumer ce statut. Mais assumer un statut, c'est pas toujours si évident que ça. Et comme tu dis, il va y avoir des changements. Alexander Walker, il va aller où? Il va faire quoi? Est-ce que tu l'as dit, au niveau des finances, ils en sont où? Ils sont très très hauts. Donc comment tu fais pour lui donner l'argent qu'il mérite? La réalité, c'est que Minnesota, la saison dernière, pour avoir un effectif, la saison prochaine, pour avoir un effectif moins fort que l'effectif de cette année. Si tu te bases sur ce qui pourrait se passer cet été, déjà, rien que si tu gardes les mêmes joueurs, mais que tu perds Alexander Walker, déjà, et que tu peux pas renforcer l'équipe parce que tu es déjà au-dessus du salary cap, t'es au-dessus du 2e apron. Alors pour ceux qui sont experts en salary cap NBA, le 2e apron, en général, il ne faut pas y être. Et voilà, c'est ça. C'est l'endroit où il ne faut pas être. Il faut tout faire pour éviter ça. Parce que tu perds la mid-level exception, tu peux pas recruter pour plus cher que ce que tu as déjà. En gros, c'est un peu l'idée. Ouais, donc il faut pas. C'est très compliqué, surtout quand tu as des free agents, des joueurs libres qui s'engagent ailleurs. En gros, tu peux pas vraiment les remplacer, quoi. Ouais, c'est ça. Donc imagine la situation. Ça veut dire que cette année, on a effectivement une équipe qui a fait 2 finales de conf de suite, mais l'année prochaine, quelle équipe? Comment tu gères les cas? Waouh. Franchement, le GM et Chris Finch, ils vont bien se creuser la tête, à mon avis. Ouais, non, c'est clair. On passe à un autre cas, alors qui est peut-être un peu plus simple quand même. Les San Antonio Spurs. Il y a beaucoup de rumeurs depuis plusieurs semaines sur ce que vont faire les Spurs. Ça s'est un peu décanté avec le choix, le pick 2 de la draft qui devrait être Dylan Harper s'il n'y a pas de surprise. J'ai presque envie de dire que ça a facilité la vie à San Antonio d'avoir un choix aussi haut parce que maintenant ils peuvent se dire on va le garder et continuer à construire. Mais il y a quand même cette rumeur Kevin Durant qui est sortie cette semaine. Et moi, je voulais avoir ton avis sur la question. D'ailleurs, petite info, il a été dit que Victor Wembanyama serait prêt pour le training camp après sa thrombose à l'épaule, que tout allait bien, qu'il était dans les temps de récupération prévus. Ce qu'on a appris du coup de Shams Charania, le célèbre journaliste d'ESPN, qui a toujours toutes les infos, c'est qu'il y avait vraiment eu un intérêt mutuel entre San Antonio et KD lors de la trade deadline. Est-ce que toi déjà tu comprends cet intérêt et est-ce que tu le valides?
Alors, c'est deux questions complètement différentes, Il y a je suis d'accord. deux questions. Que je le comprenne, oui. Qui n'a pas envie de jouer avec Kevin Durant? Qui ne peut pas se dire, quand Kevin Durant est dans mon équipe est meilleure? Bah, évidemment. Toutes les équipes veulent Kevin Durant. Bah, pas à n'importe quel prix, pas dans n'importe quelle circonstance, évidemment. Mais Kevin Durant, c'est forcément un ajout magnifique. En plus, ça serait magnifique de se dire que Wemby jouerait avec son idole. Quelque part, ça serait super sympa. Et puis d'un seul coup, tu franchis un cap aussi, parce que si t'amènes Kevin Durant, ben t'as quand même ce scoring en plus, cette capacité à défendre, même si lui aussi il a un certain âge maintenant, mais c'est quand même tu franchis un cap, tu franchis un palier, et tu te mets plus de pression aussi, forcément. Est-ce que tu vas être champion pour autant? Je pense pas, mais par contre, tu fais partie des équipes un peu sympas à voir jouer, qui devraient viser les playoffs, etc. Donc oui, top. Mais quid du projet jeune? Alors, quand tu prends CP3, je l'entends, parce qu'il y a des meneurs à former. Je pense à Castle notamment, que tu as envie d'accompagner un petit peu avec un plus ancien, etc. Mais Kevin Durant, il va arriver, il va former qui? Tu vas perdre qui, surtout? Je suis pas sûr que ce soit un formateur, en plus. Oui, mais non, mais bien sûr, mais ce que je veux dire, oui, il va pas transmettre, c'est pas quelqu'un qui va transmettre énormément, mais c'est surtout, tu vas perdre qui? Et ton projet, tu viens quand même d'avoir des très bons jeunes. Tu vas taper 2 années de suite où tu as le meilleur rookie de la saison. Donc tu as quand même du potentiel. Prochaine draft, tu as le numéro 2. Alors oui, ça risque de prendre un petit peu plus de temps. Tu peux griller quelques étapes avec Kevin Durant. Mais peut-être griller justement tout ce potentiel que tu avais pour le récupérer. Donc moi j'irai pas. Moi, j'irai pas parce que j'ai pas envie d'arrêter mon projet jeune. Mais je crois qu'ils ont envie d'aller plus vite. Je crois que Wemby leur met la pression, en fait, quelque part. Alors, peut-être pas lui personnellement, mais son niveau de jeu, déjà. Ses capacités, etc. Ça leur met la pression. Et ils ont envie de lui fournir l'équipe la plus compétitive le plus rapidement possible. Faut pas se brûler les ailes, c'est tout. C'est pas le style de San Antonio. C'est pas le style, et quand tu vois par exemple ce qui se passe à Oklahoma City depuis 2-3 ans, enfin depuis un plus longtemps même, mais qui récolte le fruit de son travail, d'avoir été patient, ça peut clairement... Enfin, si San Antonio avait envie de se dire il faut qu'on accélère un peu le projet, quand tu vois ce que font les joueurs les joueurs de Sam Presti, les joueurs de Marc Daigneault, tu te dis en fait oui, Wemby il est très jeune, et en fait on a le temps de faire progresser ce groupe et d'améliorer par petites retouches l'équipe. Pourquoi pas en faisant des trades intelligents comme on a vu avec Hartenstein et Caruso, enfin des trades ou des signatures, je sais plus s'ils sont arrivés en tant qu'agent. Signature Hartenstein, Caruso c'est un trade. Caruso c'est un trade. Oui, ils ont donné pas grand chose je crois aux Bulls pour récupérer. Ils ont l'Australien avec les Josh Giddey, voilà, c'était Josh Giddey. Donc j'arrive pas à retenir son nom, lui, c'est pas possible. Je sais que je le vois très bien et à chaque fois mais c'est ce qui arrive souvent aux joueurs des Chicago Bulls ces dernières années. Tu commences tu les oublies petit à petit. Mais ouais, ça peut vraiment donner des idées à San Antonio, et en même temps, c'est vrai que tu joues potentiellement sur 2-3 ans à minima les playoffs. Tu peux dire comme avec KD à l'Ouest, mais est-ce que tu joues vraiment mieux que ça? Je suis pas sûr. En fait, je pense qu'il faut vraiment peser le pour et le contre. Oui, mais en même temps, tu peux te dire aussi, ça te donne une expérience en playoff. Ça te permet si tu gardes quelques jeunes, c'est quand même pas mal de tours de draft qui te restent, t'as quand même des jeunes à lâcher. Vassell, j'ai dit Vassell? Non, autant pour moi, je ne vais pas dire Vassell. Mais ça te permet de gagner de l'expérience sur ton go-to-guy. Wemby, faire les playoffs, tu sais ce que c'est. Moi je sais pas ce que c'est. Oui, non, mais ce que je veux dire, tu as vu, tu vois les mecs, tu sais comment ça se passe. Ils ont besoin de jouer des playoffs pour arriver en playoffs et être bons. Et donc peut-être que c'est une solution aussi. Je pense que ce serait dangereux. Vraiment, au départ, j'étais super excité parce que la hype de se dire Victor et KD ensemble, c'est génial. Mais je sais pas si tu te brûles pas un peu les ailes. Tu joues. En fait, tout dépend ce que veut récupérer Phoenix dans l'affaire, parce qu'ils sont aussi, eux, dans une très mauvaise posture. Peut-être qu'ils vont brader Kevin Durant cet été. Peut-être qu'en leur donnant 1-2 premiers tours de draft pour les prochaines années, plus Devin Vassell au hasard. Mais il progresse pas. Je trouve qu'il progresse pas, Devin Vassell, je suis désolé. Et peut-être que ça peut faire flancher Phoenix parce qu'il n'y a pas non plus 30 franchises qui vont proposer quelque chose peut-être pour Kevin Durant, qui va avoir 37 ans. Il y a aussi des risques sur Kevin Durant. Tu sais quel est le problème? C'est qu'il y en a un autre qui va être sur le marché normalement. C'est Giannis. Donc c'est plus que KD l'option numéro 1 pour tout le monde. C'est Giannis. Mais tous ceux qui n'auront pas Giannis vont peut-être aussi vouloir se rabattre sur Kevin Durant. Je suis d'accord, mais ce sera pas ce sera pas ton premier choix. Le premier choix pour 95% des équipes, ça sera Giannis. Donc je pense que pour KD, ça doit faire bizarre de se retrouver deuxième option pour une fois dans sa vie. Et oui, à voir ce qui se passe avec Giannis. Ce sera l'effet domino aussi. Et peut-être que ce sera Giannis aux Spurs et que du coup ils n'auront pas besoin de Kevin Durant. Waouh, Giannis aux Spurs.
Moi, j'espère qu'il restera à l'Est. Mais pour moi, San Antonio, c'est une des équipes qui a le plus à proposer à Milwaukee. Ah oui, bien sûr. À part le Thunder, personne ne peut proposer plus que San Antonio. Et le Thunder, et le Thunder va pas le faire. Là, ils vont pas tout casser. Je pense que ça peut être une petite dynastie, donc ils vont pas vraiment bouger. Il y a une équipe là par contre qui va pas mal bouger normalement aussi cet été, et c'est des rumeurs qui viennent de sortir, mais c'est quand même du très sérieux parce que ça vient de Cleveland.com qui est forcément bien informé sur les Cavaliers. Mais ils sont sur place en tout cas. Voilà, en tout cas ils sont plus proches que nous, et selon les dernières infos, les Cavs réfléchiraient à pourquoi pas échanger Darius Garland et ou Jarrett Allen. Alors Jarrett Allen, on en parlait pour Minnesota. Darius Garland, ça serait contre Jalen Suggs, le meneur du Magic, qui a quasiment pas joué cette saison, rapidement blessé. Il y a souvent des blessures quand même. Hein. Deux joueurs qui sont en plus pas du tout dans le même profil. Pas du tout, rien à voir. Pas du tout, ouais. Mais moins cher, Suggs. Suggs. Donc tu peux gagner un peu d'argent par rapport à ça. Bien meilleur défenseur. Peut-être plus efficace aux côtés de Donovan Mitchell pour former un duo un peu plus complémentaire. Dans ta dynamique de vouloir défendre dur, etc., c'est plutôt un point positif. Dans ta dynamique de réduire un peu les dépenses pour peut-être faire autre chose, pour signer un Ty Jerome par exemple, etc., c'est pas ridicule. Par contre, c'est pas pareil offensivement quand même. C'est un autre style, ça c'est sûr. C'est un autre style, et il faut regarder les saisons qu'il a fait quand même, Suggs. C'est rare qu'il fasse beaucoup de matchs quand même dans les saisons. Hein. Il fait des saisons à 70-80 matchs, j'en ai pas vu beaucoup. Hein. Donc faut faire attention à ça. Et tu sais ce que tu perds, tu sais pas ce que tu retrouves aussi. Hein. Suggs blessé, 35 matchs cette saison uniquement. Je demande à voir. Garland aussi a eu sur l'autre blessure pour le coup. Oui, mais 70 matchs. Ouais. Et puis pareil. Et puis un peu plus jeune. Il est un peu plus jeune aussi. Il est un peu plus jeune, 70 matchs, plus attaquant. Il a franchi un palier clairement quand même cette année. Je sais pas. Honnêtement, quand j'ai vu ça m'a un petit peu. Je me dis, vraiment 1 pour 1 ? Oui, ça paraît être un peu déséquilibré. Ouais. Il y aura peut-être aussi des choix de je pense draft qu'il y aura une compensation, bien sûr. Je pense que Darius Garland a quand même une cote plus haute quand même que Jalen Suggs, surtout après la saison passée à la 35 matchs, c'est pas beaucoup, hein, bien sûr. Mais effectivement, sur un socle défensif, oui. Par contre, moi, je pense qu'il faut se séparer de Jarrett Allen. J'en ai marre de voir Jarrett Allen à Cleveland. Je l'adore toute la saison, je suis fan, j'ai envie d'acheter un t-shirt I love Jarrett Allen. Les playoffs arrivent, j'ai envie de le brûler. Parce qu'à chaque fois, il répond pas présent. Je prends toujours cette métaphore, tout le monde se moque de moi, mais c'est un loup, c'est un lion, c'est un tigre pendant la saison, c'est un chaton pendant les playoffs. À un moment, il y en a marre. C'est insupportable. Maintenant, soit il assume un jour en playoff, soit tu dégages. Cleveland veut être prétendant et ils ont besoin de joueurs plus durs. Ouais, et il y a des fois la tentation pour certaines franchises de surréagir quand il y a eu des échecs ou des grosses déceptions en playoff. Faut toujours choisir le bon moment en fait pour décider peut-être de casser un groupe. Là, si tu envoies Garland et Jarrett Allen ailleurs, tu perds quand même deux titulaires. Mais d'un autre côté, les blessures, elles expliquent pas tout, je pense, pour les Cavaliers cette saison. En tout cas, surtout quand on voit le niveau d'Indiana, on peut avoir quand même de sérieux doutes sur les Cavs, même au complet, face à des Pacers qui étaient en feu. On peut se poser des questions. La saison régulière de Cleveland, elle a été, je pense, un peu en trompe-l'œil, et le niveau de la conférence Est peut-être aussi nous a un peu induit en erreur sur les Cavaliers. Et alors après, c'était l'an 1 de Kenny Atkinson, mais c'est vrai que sur Jarrett Allen, surtout que c'est un joueur, Jarrett Allen, qui coûte pas très cher, 20 millions, c'est un contrat que tu peux facilement trader, qui peut être facilement absorbé par une autre équipe. Tu peux construire un peu mieux, différemment ton secteur intérieur autour d'Evan Mobley. Mobley, évidemment, tu dois le garder, tu dois le conserver, ça doit être ta pièce centrale. Lui, il doit pas bouger. Mais j'ai vu le GM qui parlait, qui disait notre objectif, c'est évidemment Mobley, on va construire autour. Donovan Mitchell, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Je suis pas le plus grand fan de Donovan Mitchell, mais qu'est-ce que tu peux vraiment lui dire sur ses playoffs et sur la saison en général ? Pas grand-chose. Et après, peut-être construire autrement. Tu dis ne pas surréagir après une élimination. Qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière ? La saison dernière ? La même chose ? Il s'est passé la même chose. C'était pas le même coach, oui, mais au final, c'est quoi la différence ? Sauf qu'en plus, l'équipe avait pas changé. Elle avait pas changé et ils ont fait exactement. Enfin, on avait des attentes absolument folles sur Cleveland cette année et ça a choqué une nouvelle fois en fait. Alors oui, il y a les blessures, oui, tout ça. Il y a toujours une explication à Cleveland. À un moment, il faut pas surréagir, mais il faut réagir quand même. Il y aura aussi, du coup, tu en as un peu parlé, Ty Jerome qui est free agent, qu'il va falloir prolonger. À quel prix ? Parce qu'il a montré de très belles choses en saison régulière. Mais en play-off, comme d'autres joueurs, un petit peu plus dur, c'est clair. Ça a été un peu plus compliqué. Donc ça veut dire, est-ce que tu fais... je pense qu'ils vont être obligés de faire confiance à Ty Jerome et à le prolonger son contrat. C'était Tiny Jérôme, c'était plus Ty, c'était Tiny Jérôme. Ouais, c'est ça, Jack, il n'est pas hyper grand. Il n'est pas super grand. Voilà, c'était tout petit, ouais. Non, mais c'est vrai que tu
tu peux aussi vite te retrouver coincé quand tu es les Cavs, parce que si tu prolonges à prix fort avec Jérôme oui. et que tu as l'année prochaine, ça sera la première masse salariale de la Ligue, hein, quand même, Cleveland. Ah, Non, la deuxième la saison prochaine et la première en 2027, parce qu'en plus, c'est des contrats qui sont assez longs. Donc, tu es engagé sur le long terme. Ça peut être une bonne chose quand tu veux faire des trades. Ça peut être plus compliqué si tu fais les mauvais choix et que tu te retrouves coincé avec le mauvais groupe, en fait, sans possibilité d'ajustement. C'est complètement sûr, mais tu vois, on parlait de se séparer de Jarrett Allen. Tu te sépares de Jarrett Allen. Tu décales Mobley qui jouerait 4-5. Tu as DeAndre Hunter qui peut jouer 3-4. En fait, tu as des solutions déjà en interne. Si en plus tu vas faire des trades ou en tous les cas tu vas récupérer des joueurs, franchement, tu peux rééquilibrer ton équipe et avoir une équipe qui, quand c'est dur en fait. Vraiment. Ouais, parce que ça a été un peu ça le problème des Cavaliers cette saison. C'est soft, c'est pas possible, c'est trop soft. DeAndre Hunter, moi je pensais que c'était Hulk. Eh ben non, c'était pas du tout ça, hein, sur le terrain. Sur les playoffs, franchement, c'était hyper soft. Je sais pas si ce que t'en as pensé, mais DeAndre Hunter, j'étais fan. Mais quand je l'ai vu à Cleveland, moi, j'ai pas été fan de son intégration déjà à Cleveland. Après, je pense que c'est pas simple de bouger comme ça en milieu de saison. Son rôle a quelque peu évolué, mais je pensais qu'il s'adapterait beaucoup mieux que ça en fait aux Cavaliers. Sa production a un peu baissé, non, en plus. Elle a clairement baissé. Ouais, Cleveland. J'ai pas les chiffres sous les yeux, mais bon. Mais je pense qu'il devait être à presque 20 points de moyenne quand il était à. Ouais, c'est ça. Alors que là, il devait être à 12, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, aux alentours de 15, un peu moins de 15. Ouais. Donc c'est effectivement pas pareil. Après, t'as pas la même force de frappe quand t'es à Cleveland non plus. Hein. T'as des joueurs qui moins de responsabilité qu'Atlanta, évidemment. Bien sûr. Mais c'est vrai que t'as raison sur le fait qu'ils ont déjà tout en magasin pour changer un peu d'options de jeu et de clairement décaler beaucoup plus souvent Mobley en 5 et d'avoir un DeAndre Hunter en 4 qui serait ce profil de 3-4 au large. Moderne, tu vois. Moderne, voilà, c'est ça. 2000. Même si cette expression m'énerve, moderne, mais concrètement, là, ça fonctionne bien, quoi. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est vrai que Cleveland, un peu comme Minnesota, a pas énormément de marge de manœuvre et que si tu te trompes, tu peux un peu être bloqué avec le même groupe pour pas mal de temps. Moi, je préfère la situation de Minnesota quand même. Moi, je préfère la situation de Minnesota, évidemment. Que de celle de Cleveland. Même si si tu casses tout, tu as quand même des moyens de faire des échanges intéressants. On parlait de Garland, tu récupères Suggs, plus des tours de draft ou des joueurs un peu mineurs derrière pour enrichir ton banc. C'est pas si mal que ça, en fait. Ta masse salariale baisse. T'as un joueur défensif qui t'apporte des choses. Après, à voir si je touche du bois pour lui, il se baisse pas trop, mais dans l'absolu, c'est pas si mal que ça, tu vois. Ouais. Le problème aussi, c'est le banc et c'est les joueurs à qui tu fais confiance, tu vois. En play-off. Personne. Bah ouais, c'est ça le problème pour les Cavs, c'est qu'ils ont tous un peu atteint leur. J'ai l'impression qu'ils ont tous plafonné en fait en play-off et tu vois Sam Merrill qui a débuté un match. Alors après, il faut pas tomber sur un joueur et sur. Non mais je suis d'accord, mais tu sais quoi, on doit être connecté parce que le premier qui me soit venu à la tête, c'est Sam Merrill. Oui, forcément, Sam Merrill. Non mais tu dis que le costume était trop grand et que je sais pas, moi du côté du Thunder, tu vois, même s'ils sont champions, il y a bien un ou deux mecs sur le banc qui va peut-être avoir envie d'avoir un plus grand rôle. Ouais, mais qui, par exemple? Je sais pas, tu vois, un Isaiah Joe ou un Aaron Wiggins, moi j'aimerais bien les voir dans d'autres contextes. Tu vois, si OKC est champion, ils seront toujours sur contrat, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de demander à Sam Presti qui peut pas faire un petit cadeau? Ils sont. Tu vois, cette rotation à 10, ça peut passer à 9 et. Isaiah Joe, ok, il a pas beaucoup eu de rotation, il a un peu moins joué sur les playoffs, mais Aaron Wiggins sur le tour précédent, il a été hyper important en fait. Bien sûr. Donc c'est. Non, mais tu vois, je me dis, tu vois, aller chercher, tu vois, je sais pas, pour des équipes, je sais pas si tu as envie de te renforcer, je pense que le Thunder, ils pourront pas garder tout le monde indéfiniment. Et si tu peux déjà peut-être mettre la main sur un jeune joueur qui potentiellement peut devenir. Je te parle pas de Casanova, celui, je pense qu'il est intouchable. Oui, mais tu vois, un Wiggins ou un Isaiah Joe, je pense que ça peut valoir le coup de décrocher son téléphone. Tu peux essayer, je suis d'accord. Et il faut se rappeler quand même que la plupart des joueurs, 3 joueurs de cette équipe, c'est la draft 2022. Donc il va falloir bientôt les re-signer. C'est ça. Des gros chèques, et du coup, Sam Presti, qui est quand même assez intelligent dans l'anticipation, peut très vite faire des choix dès cet été et peut-être en éjecter un. Enfin, en éjecter un avec une bague à la... J'aime beaucoup ta façon de penser. Allez, dégage. Bon, attends, j'ai oublié la bague. C'est comment ça se passe. On sait comment ça se passe. Mais évidemment, c'est le business. C'est comme ça. Oui, c'est le business. Il faudra en parler à Nico Harrison, bien sûr. Dernier petit sujet, je voulais en parler rapidement. Il y a LeBron James qui a une player option cet été. La date limite fixée, elle est au 21 juin, donc c'est juste avant le début de la free agency. Et a priori, LeBron devrait faire jouer cette player option et donc ne pas re-signer un nouveau contrat de type 1+1, là, potentiellement, on partirait peut-être sur la dernière année de LeBron James, pas non seulement aux Lakers, mais en NBA tout simplement. Oui, c'est possible. C'est la première fois qu'il ne signerait pas un 1+1. C'est assez surprenant.
Ouais, ça fait un peu bizarre, mais après il y a pas de certitude non plus. Ça peut aussi vouloir dire je prends celle-là et après peut-être que je re-signe au minimum vet et je fais encore une dernière danse avec. Il a des traites à payer, je pense encore. Il pourra pas. Ouais, Minimum, enfin, il pourra pas. C'est un petit peu difficile quand même financièrement pour lui. Je le plains évidemment, mais non, je sais pas quoi penser. Et t'en as parlé. Tu maîtrises mieux les contrats que moi. Je savais pas dans quelle mesure il pouvait se dire ok, je signe pour moi et on récupère une autre star en fait. Mais c'est pas vraiment possible. Non, en fait. c'est pas vraiment possible parce que comme les Lakers sont déjà très hauts en fait sur la Ça change luxury rien. tax, il va faire économiser de l'argent aux Lakers, mais ça permettra pas aux Lakers de dépenser cet argent. Enfin, dans l'idée, Ouais, c'est- donc dans l'idée, ça c'est un n'a peu aucun ça. intérêt. Autant qu'ils prennent l'argent. Moi, je suis toujours favorable aux joueurs. Hein. Ouais, Je m'en fous que les propriétaires voilà, ils c'est payent. ça. Non, mais par exemple, LeBron l'année prochaine, c'est entre guillemets que le 14e salaire NBA, tu vois, avec s'il active cette player option. Ce qui est pas, tu vois, il est pas top 5, tu vois, c'est pas Non, Damien mais- Lillard qui sera le deuxième joueur le plus payé Je la suis saison d'accord, mais c'est prochaine. 52 millions quand même, ou C'est quand 52 même ou 53. 52,6 Ouais, exactement. tu vois, 52 ou 53, quoi, pas loin. Donc c'est quand même pas trop mal, tu vois. Et s'il avait pu faire un truc pour recruter une nouvelle star, t'imagines, là, tu lui fais une statue à LA en disant le mec sur sa dernière saison, il fait tout pour gagner un titre, il ramène le titre grâce à ça, ça serait magnifique. Mais malheureusement, les contrats, c'est pour les financiers comme toi. Je suis même pas vraiment financier. Je ne suis mais qu'un troubadour. J'aimerais bien, mais non, mais c'est vrai que c'est très compliqué. LeBron qui se remet d'une entorse au genou. Tu penses que ça sera sa dernière saison? Ça va vraiment se décider en cours d'année en fonction des résultats. S'il y a titre, Ouais, je pense. je pense qu'il s'arrête. Si à titre, s'il s'arrête, c'est sûr. Si Ça, il y ça a fait même pas. demi-finale, finale de conférence, ça peut donner envie de rester un an de plus avec Luka, qui lui aussi d'ailleurs devra prolonger un moment à Los Angeles. Franchement, c'est super compliqué de le dire et j'ai pas envie qu'il arrête LeBron. C'est toute une époque qui s'arrêterait, donc je peux pas te dire lésion en disant ouais, c'est la dernière. Non, j'en sais rien et j'espère pas surtout. Mais je le vois bien faire, vraiment. Hein, tu vas dire je suis fou, mais une last dance au minimum qu'il puisse toucher. Alors je sais pas une nouvelle fois, je maîtrise pas les contrats, mais faire cette saison et faire une dernière gratos en tous les cas pour lui, pour pouvoir avoir cette opportunité de finir sur un titre. Je le vois bien finir ça. Je trouve que ça serait magnifique pour l'histoire, ça serait magnifique pour le storytelling. Et ça le ferait rentrer dans l'histoire encore plus. Alors évidemment, quand on est LeBron James, rentrer plus dans l'histoire, c'est déjà difficile. Mais marquer, c'est tellement important. Tu gagnes un dernier titre, ça serait fort. Donc moi, je vois l'histoire comme ça, mais ça se trouve, il s'arrête, il en a marre, il voit plus personne. Et il fait que des films en fumant son cigare au bord de la piscine, j'en sais rien. T'as vu que Luka, il a déjà perdu pas mal de poids. J'ai vu. Ouais, je sais pas si LeBron y est pour quelque chose, mais en tout cas, c'est quand même... Ça peut donner espoir pour les supporters des Lakers de voir déjà un Luka Doncic qui, a priori, prend un peu plus au sérieux son intersaison et qui sera d'ailleurs présent aussi à l'Eurobasket avec la Slovénie contre l'équipe de France. Tu sais que je suis toujours très mauvaise langue. Et je vais dire, tu te rappelles l'année dernière, Luka Doncic, à l'intersaison, il a perdu plein de poids, tout le monde disait il est super en forme, etc. Il a repris du poids et quand il est arrivé à Los Angeles, il a pris du poids les premiers matchs. Je ne sais pas s'il a pris du poids ou s'il l'avait déjà et qu'on l'a plus vu, parce que quand il est en tenue... en tous les cas, il n'a pas perdu 1 kilo. Rapidement aussi, il a quand même perdu... franchement... Il a perdu des joues un peu au bout d'un mois. Regarde bien. Ouais. Il a perdu au début, c'était très bien, et puis il a repris assez rapidement. Vraiment, regarde. Son maillot le sert beaucoup plus. Il était descendu d'une taille en fait. Oui, il s'est dit en fait, il est tellement perdu ça que faisait plus petit après. Mais j'étais en double XL, je suis en L là, évidemment ça sert plus. Non, voilà, c'est pour ça débordait un peu plus. Il avait pris un peu. Merde, alors tu viens de me casser mon. Donc, effectivement, juste pour revenir à sa relation avec LeBron, effectivement, je pense que quand tu es avec LeBron, il y a une vraie pression physique et je pense que c'est le plus grand professionnel avec qui tu peux travailler. Donc oui, ça peut forcément aider Luka. Ouais, et si ça marche pas là, il arrivera. Nico Harrison avait raison. Si ça marche pas là, Nico Harrison avait raison. Parle pas de malheur. Oui, mais malheureusement, il faut dire les vérités à un moment. Si ça marche pas là, s'il n'arrive pas à se mettre en forme, s'il n'est pas fit comme il devrait l'être, comme un sportif de haut niveau, c'est que Nico Harrison, finalement, il a bien fait de pas lui donner le Supermax, quoi. Et on verra ce que font les Dallas Mavericks New Look. Ça peut ne pas être dégueu, ça. Avec Cooper Flag la saison prochaine. Franchement, ça peut ne pas être dégueu du tout. Ouais, moi je les attends au tournant parce que ça peut vraiment être une super équipe. Après, le gros problème, c'est Kyrie Irving parce que tout le monde part du principe qu'il va revenir en janvier. Ok, mais même s'il revient en janvier, dans quel état, avec quel niveau de jeu, avec quel rythme parce que même s'il revient en janvier,
t'es trop court pour être à 100% en play-off en avril. Ça, c'est impossible qu'à son âge, à 33 ans, il se remette d'une rupture des ligaments, il revienne et que 2 mois après, pour les play-offs, ça soit le super Kyrie de l'époque. Tu vois, c'est ça ton problème. T'as pas confiance. Je pense que c'est une machine de guerre. Quand même. Moi, je pense que c'est une machine de guerre aussi, mais qu'en fait, c'est très très compliqué de revenir très vite en fait à son meilleur niveau. Je pense que quand il reviendra, il sera à son meilleur niveau directement. Dès la reprise. Enfin, après, au bout de quelques matchs. Oui, bien sûr. Ouais. Je pense que ça va aller très très vite. Je pense qu'il va tout faire. Il sera fit. Déjà, il aura travaillé autre chose. Tu peux pas travailler le cardio autrement qu'en courant, par exemple. Donc, moi, je pense qu'il sera en forme. Vraiment. Et puis, son QI, son handle, tu le perds pas, en fait. Oui, bien ça, c'est sûr. Ah, mais c'est sûr que c'est un Kyrie au top. Attention à cette équipe. Attention. Quand Anthony Davis se blesse pas non plus. Enfin, ça fait beaucoup de si. Oui, mais il y a beaucoup de si, évidemment. Mais sur le papier, en touchant du bois une nouvelle fois, tu dis que. T'as pas grand-chose à envier aux équipes qui sont en demi-finale de conférence, à minima, je pense. Tu viens de récupérer Cooper Flag, Nico Harrison, quel génie, en fait. On se rend pas compte à quel point c'est un génie. Il le savait. Bon, merci Fred pour ta présence. Je te souhaite une bonne émission. On va essayer. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao. Bye.